pour clôturer cette belle semaine, nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui de la place des femmes dans le secteur du numérique. Et pour parler de cette thématique, je suis accompagnée aujourd'hui de Anna Di Ferdinando, donc, qui est Senior Project Manager chez iCare, et de Hélène Raymond, qui est experte de la transformation numérique des entreprises au sein de l'ADN. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier tout particulièrement nos partenaires financiers qui nous permettent de continuer notre mission de sensibilisation des jeunes à l'esprit d'entreprendre. Et d'un point de vue pratique, nous sommes donc en live sur Facebook, mais également sur le compte Zoom. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, soit en commentant cette vidéo ou alors via le chat du Zoom. Nous y répondrons à la fin de la séance. Donc, comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui, nous allons parler donc de la place des femmes dans le secteur du numérique. Mais pourquoi nous intéresser à cette thématique ? Il est indéniable aujourd'hui que les nouvelles technologies rythment nos vies. La période de crise que nous traversons démontre toutes les possibilités et opportunités qu'offre ce secteur, mais également des nouveaux métiers apparaissent et d'autres évoluent en étant influencés par les nouvelles technologies. En effet, la programmation, l'intelligence artificielle, le processus d'automatisation, la robotisation sont de plus en plus partie des nouvelles compétences liées à de nombreux métiers. Donc, comment faire en sorte alors que les femmes se mobilisent dans ces secteurs du numérique et deviennent donc des actrices de ce changement de société, secteur qui rencontre donc jusqu'à présent peu d'enthousiasme auprès des femmes. Donc, mesdames, on va commencer. Je vous propose de vous présenter toutes les deux brièvement et de nous expliquer donc pourquoi vous avez décidé de faire carrière dans le secteur du numérique. Hélène, je vous propose de commencer. Bonjour à tous. Et en fait, je vais faire court. Donc moi, je travaille en fait depuis toujours par rapport à la problématique de l'effet des technologies, notamment sur les carrières, les compétences, le besoin en formation que génèrent les technologies par rapport aux emplois. Et donc, j'ai commencé ma carrière dans la recherche à la Fondation Travail Université. Je l'ai poursuivie au Lantic, à Liège. Et puis, de fil en aiguille, ça fait 15 ans que je suis à l'Agence du numérique et que j'étudie la diffusion des technologies au sein des entreprises et surtout que je modélise cette transformation en essayant de comprendre quels sont les leviers, quels sont les obstacles, quelles sont aussi les difficultés que rencontrent nos entreprises à se transformer du point de vue digital. Et donc, voilà un petit peu comment je suis arrivée dans ce secteur. Je suis économiste de formation, donc je n'ai pas de compétences de programmation en ce qui me concerne. Je ne suis pas une tech dure, comme on dit. Et vous, Anna ? On n'entend pas. Ah, Anna, on ne vous entend pas. Ah, voilà. Vous m'entendez là? Donc moi, j'ai toujours été passionnée de sciences depuis que j'étais toute petite. Je me souviens avoir eu une bibliothèque bien remplie de livres d'astronomie. C'était un jeu, mes jeux étaient plutôt scientifiques. Et puis alors après, à l'école, j'étais plutôt douée en mathématiques et en sciences. À la base, moi, je voulais être professeur de mathématiques et c'est en 4e année secondaire qu'un professeur, mon professeur de mathématiques m'a dit « mais pourquoi tu ne ferais pas ingénieur ? C'est un métier en pénurie, avec ça, tu pourras tout faire, même professeur de mathématiques. » Donc, j'ai dit « si avec ça, je peux tout faire, pourquoi pas me lancer ?» Puis, je me suis préparée aux examens d'entrée, puis j'ai suivi le mouvement. Après, j'ai choisi l'automatique comme spécialité parce que dans les années 2000, le mouvement geek gagnait du terrain. Contrairement aux années 90, c'était cool d'être geek. Donc, j'ai suivi ce mouvement, j'ai voulu faire partie du plan. Donc, voilà, depuis, le numérique, c'est vraiment mon compagnon de tous les jours, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie privée. J'en suis vraiment une très grande adepte. C'est pour moi une façon de faciliter nos vies si c'est bien utilisé. Voilà. Merci, on en sait déjà un peu plus à votre sujet. Hélène, pouvez-vous nous donner une rétrospective en fait, de la place des femmes dans le secteur du numérique, donc à l'apparition des premiers ordinateurs et du numérique jusqu'à nos jours? Et donc, en fait, tout commence en 1815 avec la fille de Lord Byron. Je suis sûre que Lord Byron, vous avez déjà tous entendu par rapport à la littérature anglaise.
Et donc, Ada Lovelace, au lieu de faire de la poésie, comme il était de bon ton pour les jeunes petites bourgeoises de l'époque, elle se passionne pour les mathématiques. Et avec Charles Babbage, elle va mettre au point la première machine, finalement, qui est capable de réaliser des opérations de calcul complexes. Et puis, je dirais, il y a un deuxième milestone, qui est en fait une actrice qui est amie avec Howard Hughes, le célèbre aviateur. Et Eddie, elle commence à... En fait, ça se prononce Eddie, pardon. Donc, Eddie, elle se passionne pour les innovations et elle va même repenser le dynamisme des ailes d'avion de par sa proximité avec Howard Hughes. Et durant la Seconde Guerre mondiale, elle va être amenée à travailler sur le cryptage des messages militaires avec les fréquences radio. Et elle va inventer le grand-père du Wi-Fi et du Bluetooth. Et donc, oui, le Wi-Fi, le sans-fil est sorti du cerveau d'une actrice. C'est quand même génial par rapport aux stéréotypes actuels. Et puis, ce qui va vraiment je dirais, booster l'ordinateur, c'est pendant la guerre du Pacifique avec les ENIAC Girls, et parmi elles, Jane Bartik, puisque en fait, ces femmes vont être chargées de programmer le logiciel d'ENIAC, qui est le premier ordinateur électronique au monde. Et elles vont tout faire, from scratch, sans avoir spécialement de langage de programmation à disposition. Et donc, voilà, les femmes jouent un rôle au départ. On pourrait parler aussi de Grace Hopper, qui est vraiment la reine du logiciel, ou encore de Margaret Hamilton, qui a programmé la mission Apollo. Il y a plein de portraits de femmes qui ont joué un rôle clé dans le développement de l'informatique. Là où je dirais les choses commencent à changer, c'est à l'apparition du personal computer et aussi des GAFA, la naissance de Microsoft, la naissance d'Apple, où là vraiment le monde va se masculiniser. Peut-être que la rentabilité et l'utilité sociale aussi va un peu s'effacer. On voit que dans la guerre du Pacifique ou dans la Seconde Guerre mondiale, les femmes se mobilisent pour une cause qui a un sens tout à fait en lien avec la société. À partir de 1980, on développe un produit de consommation qui est destiné à être diffusé auprès des particuliers. Peut-être est-ce une des explications pour alléger des intérêts des femmes à partir de ce moment-là pour l'informatique. Et puis, on évolue, je dirais, dans les années 80-90, on a encore environ 35% de filles dans les femmes. C'est vraiment au tournant des années 90, effectivement, que les femmes vont commencer à diminuer en nombre, tant dans les métiers, puisque les filières d'études ont quand même un lien direct avec le choix de la profession, pour en arriver à une situation où Agoria annonce 18% d'experts digitaux femmes en Belgique pour 2020. Et si on regarde les ingénieurs, Anna, il n'y a plus que 15%. Excusez-moi, c'est mon chat. Et donc, voilà, elles sont dramatiquement peu. Les informaticiennes, on est aux alentours de 19%. Et quand on regarde dans le top 100 des professions de Stadbel, les managers IT, hein, ils ne sont plus que 16% de femmes. Et donc, je dirais, plus le niveau décisionnel est élevé, plus l'emploi a un caractère technique et moins on trouve de femmes. Voilà une brève histoire des femmes et du numérique. Donc, on peut dire qu'il y a eu un basculement en fait au niveau fin des années 80, début 90, c'est bien ça? Oui, 90. Je dirais la décennie 90 va orienter, de 90 à 2000, ça va orienter les choses différemment. D'accord. Alors, j'ai encore une question pour vous. Comment expliquez-vous donc qu'aujourd'hui, le monde de la nouvelle technologie donc, soit majoritairement composé d'hommes? Est-ce que vous pourriez nous illustrer ce propos par des chiffres, s'il vous plaît? Mais comme je viens de vous l'expliquer, on voit vraiment... Votre question par rapport à ça, c'est des chiffres, là je viens de vous les donner pour la Belgique. Est-ce que vous voulez savoir les causes ou ce que l'on a analysé? Oui, avec plaisir, les causes.
En fait, McKinsey s'est spécialisé dans une filière de publication qui s'appelle Women in the Workplace. Boston Consulting Group aussi a beaucoup travaillé sur la question. Et donc, on voit essentiellement que les femmes rencontrent des difficultés dès l'embauche. C'est-à-dire que jusqu'il y a 10 ans à peu près, et encore, je ne suis pas sûre que ce soit totalement terminé, à compétences égales, on privilégiait lors du premier engagement plutôt un jeune homme, puisque ça évitait les congés de maternité à venir dans les 5 ans. Donc ça reste vrai. Donc elles sont déjà moins nombreuses à l'embauche. Et puis, on voit qu'elles vont mettre plus de temps, environ un tiers de temps en plus pour progresser à capacité égale, pour atteindre les mêmes postes, les mêmes responsabilités. Elles vont aller plus lentement. Et puis, on se rend compte également que les femmes diplômées dans les STEM ne restent pas dans les emplois qui sont en lien direct avec leur qualification. Après 35 ans, on estime qu'environ 35% vont quitter ces emplois. Alors, quand on leur demande la raison, la principale raison, c'est une culture d'entreprise non inclusive, le fait qu'elles se sentent obligées de davantage prouver leurs compétences pour se sentir aussi crédibles que leurs homologues masculins. Certaines racontent que lorsqu'elles sont dans une pièce attendant le début d'une réunion, on leur demande un café pensant que ce sont les dames qui accueillent et pas qu'elles sont partie prenante à la réunion. Et donc, il y a des milliers d'exemples qui font que en soi, pris séparément, ce n'est pas très, très grave, mais lorsque ça s'accumule au long des années, ça peut devenir pesant. Et donc, en général, elles quittent leur emploi pour des secteurs davantage mixtes et plus orientés sur une finalité sociale et humaine. D'accord. Ça me fait rebondir pour la question suivante pour vous, Anna. Pensez-vous que cela soit une conséquence donc, des représentations genrées véhiculées donc, par notre société et nos organisations? Donc, voilà, à la force des stéréotypes, comme vous parliez au début, le hacker geek. Et comment Aiker se positionne, est-ce que Aiker se positionne plutôt dans des projets pour accélérer la mixité homme-femme? Alors, moi, je vais considérer vraiment le discours de la collaboratrice ici parce que 10 ans après mes études, j'ai repris un master en sciences économiques dans le but d'étudier justement l'impact des stéréotypes de genre en milieu technique parce que moi, je n'en avais pas fait le constat à l'école. Personnellement, je n'avais pas conscience qu'il y avait des rêves de filles et des rêves de garçons. Donc, moi, mon rêve, il était tout à fait légitime. C'est dans la vie professionnelle que, par contre, effectivement, oui, j'ai fait l'expérience du, tiens, mon rêve à moi, il n'était peut-être pas compris comme je le pensais. Et voilà, je suis une scientifique de nature, je crois que vraiment dans mon âme, je reste très scientifique, donc j'ai vraiment voulu pousser l'étude et comprendre les mécanismes psychosociaux et sociétaux qui faisaient que je me retrouvais à vivre ça au quotidien. Et donc, oui, le stéréotype, on est vraiment dans une croyance collective. Alors, tout le monde va dire, oui, non, le stéréotype, moi, j'ai l'esprit ouvert, etc. Mais en fait, les croyances collectives, elles s'inscrivent en nous, malgré nous. On y est exposé. Donc, on a beau être l'homme ou la femme la plus ouverte d'esprit, on est impacté par ces stéréotypes. Alors, ils sont bien là, ces croyances. Et moi, j'ai relevé vraiment 2 levées d'action par rapport à ça. Pour moi, oui, il faut vraiment éveiller au niveau sociétal et élargir les horizons parce que si on se concentre sur le taux de croissance actuel, il faut savoir qu'on aura la mixité dans les métiers en 2180. Donc, ma fille ne connaîtra même pas ce monde-là. Et moi, bon, elle aura tous les rêves qu'elle a envie d'imaginer, mais imaginons que son rêve il soit un petit peu moins genré, ce serait triste pour elle. Et donc, moi, j'ai vraiment plus envie d'attendre parce que la diversité, le stéréotype, c'est aussi ici, aujourd'hui et maintenant. Et donc, dans les conclusions de mon étude, j'avais aussi identifié un point où aujourd'hui, le féminin créateur, le féminin
le féminin chaleureux, puisque la femme est souvent reconnue dans ses compétences pour ses aptitudes chaleureuses, eh bien, il peut être valorisé dans des entreprises techniques, scientifiques, technologiques. Ici, donc, par exemple, là, je veux vraiment donner un exemple qu'il y a eu récemment chez Icar, qui, moi, m'a vraiment beaucoup parlé. Et Icar est vraiment une société qui prône la diversité, qui prône vraiment l'envie que vous soyez qui vous êtes. Et là, on avait eu au moment du Covid voilà, des préoccupations. Tiens, comment on va faire pour maintenant commencer à communiquer nos messages stratégiques à nos masses. Icar est en pleine croissance et se développe au niveau corporate. Donc, vous imaginez qu'avec le Covid, c'était vraiment une mission de taille. Et là, Eman du service marketing, par notre officer marketing, Marine, voilà, moi je vais faire un JT journalier où tout le monde va pouvoir venir me donner ses news et moi je les mettrai en forme et puis comme ça tout le monde sera au courant de ce qui se passe au sein de l'entreprise. Voilà, là, on avait quelqu'un qui n'a cassé aucun code, qui est vraiment venu amener une réponse à une problématique de taille avec son enthousiasme, son côté créatif, son côté fun. Et moi, là, voilà, on a vraiment vu un message fort et puissant et la preuve que il y a aujourd'hui ici dans l'esprit créatif féminin des aptitudes et des façons de faire qui peuvent convenir à vraiment des issues stratégiques en entreprise. Et ça, notre CEO Fabrice a vraiment investi dans ce genre il n'hésite pas à investir dans d'autres façons de communiquer. Et pour moi, voilà, c'est vraiment la façon dont on va valoriser ce qui existe déjà qui va permettre après par l'effet justement de la croyance collective et là on va vraiment avoir un renversement des masses, mais il ne faut pas attendre que les chiffres arrivent. Apprenons déjà aujourd'hui à intégrer. Donc moi j'avais assisté à votre conférence de lundi sur justement la place des arts dans les sciences. Eh bien oui, c'est lié. Moi je me sens aujourd'hui avec les années plus créatrice de projets que ingénieur de projet. Donc, il y a vraiment des choses à intégrer dans le milieu des sciences dans lesquelles les femmes peuvent s'identifier. Et c'est pour moi un défi pour nous aujourd'hui de les valoriser. Donc, voilà. Voilà, la revalorisation. Dans les métiers, on voit par exemple que les designers, les graphistes, tous les métiers qui nécessitent de la création sont beaucoup plus mixtes. Par exemple, parmi les web graphistes en Belgique, on a 47% de femmes. Et donc, on voit tout de suite que lorsqu'il y a une touche artistique, une touche créative, ou comme Anna le disait, la chaleur, ce qu'on appelle le care dans les domaines en psychologie, les femmes sont là. Hein. Dès qu'il y a quelque chose d'un peu plus chaleureux, je dirais, que du code, malheureusement, eh bien, elles sont là. Mieux valorisées. Eh bien, merci à toutes les deux. Alors, je lisais dans un article du Figaro que Jeanne Colai, donc c'est pilote du réseau Women at Google, disait que le faible taux de présence dans le secteur du numérique n'est pas une question donc de compétence, mais bien une question de visibilité. J'aurais voulu avoir donc votre avis sur cette affirmation. Qu'en pensez-vous? Et alors, suite à ça, avez-vous déjà imaginé des pistes de stratégie qui peuvent être mises en place pour donner donc davantage de visibilité à ce secteur pour les femmes? Anna, si vous voulez commencer. Oui, et donc on m'entend? Parfait. Voilà, excusez-moi. Oui, un problème de visibilité, oui. Donc voilà, moi lors de mon étude, j'avais effectivement constaté que les femmes envisageaient 35 familles de métiers sur 89, quand les hommes en envisagent 67. Donc ça, c'est vraiment un constat assez triste parce que quand une femme va choisir, elle va s'auto-limiter les possibilités parce qu'elle va elle-même se dire qu'il y a des métiers d'hommes. Voilà. Et pourtant, on était dans des métiers, parce qu'on m'a dit oui, la force, etc. Mais non, l'horlogerie, l'aviation, les opticiens, vraiment, il y avait des métiers où moi, je me disais, c'est vrai qu'on ne les envisage pas, nous, les femmes, ce genre de métiers.
Voilà. Donc, oui, d'où vient ça? Moi, encore, je me réfère aux stéréotypes et aux croyances populaires, où dans nos éducations, on n'élargit peut-être pas suffisamment le champ des possibles et que pour le féminin, on va être un peu plus restrictif et un peu plus parler des fonctions de care plutôt que de parler de tout un tas de fonctions pour lesquelles, en plus, le care aurait sa place. Donc, voilà. Et alors, encore une fois, moi, je me suis laissée parfois rêver parce que c'est justement quelque chose que je vis au quotidien. Donc, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, nous, dans nos entreprises, dans les secteurs techniques, comme core business qui pourrait attirer des femmes. Et ici, moi, je vois beaucoup la digitalisation de la formation en ligne qui est vraiment prise d'assaut par les jeunes générations. Je trouve ça d'ailleurs même fabuleux, la façon dont ils ont de communiquer de l'info, etc. Et je me suis souvent laissée dire, tiens, est-ce que dans les entreprises, on ne pourrait pas imaginer des tutos, des youtubeuses, des influenceuses qui se mettraient à communiquer vraiment sur toutes les techniques ou encore perpétuer l'apprentissage qui a été fait à l'école et le perpétuer dans les entreprises. Pour moi, c'est des choses qui peuvent faire sens et dans lesquelles les femmes pourraient parfaitement s'identifier. Encore une fois, c'est une question d'innovation. L'innovation, c'est vraiment un mélange des concepts. Quand Steve Jobs a mélangé du design et de la tech, tout le monde a créé de l'innovation. Aujourd'hui, ben voilà, il faut un petit peu innover au sein de nos entreprises et vraiment adopter des politiques d'intégration et d'aller chercher dans ce qui intéresse les femmes. Si les femmes, elles doivent être la bonne copine, parce que voilà, c'est comme ça, il ne faut pas leur enlever ça. Eh bien, créons des postes où les femmes pourraient être les bonnes copines de tout le monde. Qui n'a pas besoin de créer du network en interne? Qui n'a pas besoin de dynamiser ses équipes? Qui n'a pas besoin de former ses équipes avec des supports de communication numérisés aujourd'hui? Donc voilà, est-ce que nos entreprises n'ont pas besoin de féminitude pour grandir? Donc là, c'est vraiment une réflexion assez forte que je pose aujourd'hui. Donc, j'entends combattre les freins psychologiques par l'innovation et plus de féminitude. C'est ça. Hélène? Mais on a fait un baromètre pour répondre à Anna et pour ce qui est de l'exemple. Il faut dire aussi que les stéréotypes sont un cercle vicieux. Et donc, si au sein de sa famille, si la maman, la tante, la marraine ont des métiers très genrés, il y a déjà un problème pour se projeter dans les métiers, on parlait tout à l'heure, horlogerie, aviation, etc. Mais pour lutter contre ça, Digital Wallonia a fait une première campagne qui s'appelle Wallonia Wonder Woman, composée de petites vidéos assez chouettes où des femmes qui sont actives dans la tech témoignent de manière assez, je dirais, dynamique sur quel est leur quotidien, pourquoi elles ont choisi cette voie. Donc justement, pour essayer de véhiculer des rôles modèles qui n'existent peut-être pas au sein des familles ou peut-être pas encore suffisamment pour inspirer un plus large imaginaire quand on choisit son métier. Hein. Anna le disait, on s'autocensure, on est comme ça, on est perfectionniste. Et donc, pour lutter contre ça, Digital Wallonia fait des campagnes Wallonia Wonder Woman. Nous allons renouveler cette campagne cette année à l'occasion d'un nouveau projet qui s'appelle Gender 21, où nous allons essayer d'intégrer justement les arts. Parce qu'effectivement, le métier, les secteurs de l'audiovisuel, les métiers artistiques, la culture, sont des métiers qui se sont énormément vraiment développés avec le numérique au cours des 20 dernières années et qui n'ont quasiment, si on prend le journalisme, ça a terriblement changé sur les 10 dernières années, rien qu'avec le numérique. Et donc, quelque part, là, on va trouver les femmes et elles vont élargir leur imaginaire par rapport à ce qu'elles peuvent faire dans des nouveaux métiers liés au numérique. Et puis, il faut savoir aussi que, quoi qu'on fasse, il faut du temps. Parce qu'il a été prouvé en psychologie que même la manière d'embrasser son bébé et de lui parler le premier jour de vie est conditionnée par notre éducation, notre ressenti. Et donc, la maman ne va pas se comporter de la même façon instinctivement avec sa petite fille qu'avec son petit garçon. Alors moi, je ne saurais jamais ce que ça fait avec les petites filles. J'ai eu 2 garçons. Mais donc voilà, il semblerait que dès la naissance,
nos attitudes soient différentes. La Fédération Wallonie-Bruxelles avait fait une super expérience avec des professeurs de physique. Elle avait donné des copies fictives, soit attribuées à des garçons, soit attribuées à des filles. Et elle regardait finalement à qualité de copie égale comment ces copies étaient notées. Et on voyait en fait que les professeurs de physique, lorsqu'ils avaient une mauvaise copie émanant d'un garçon, étaient très déçus. Et donc, ils notaient très durement la mauvaise performance du garçon. Alors que la fille, on se dit, bon, le fait qu'elle ne soit pas bonne en physique, on s'y attendait un petit peu, on ne va pas être trop méchant quand même. Donc, on va être plus indulgent avec la fille qui n'est pas à la hauteur. Inversement, lorsqu'une fille va performer sur sa copie de physique, elle sera peut-être un peu moins bien notée qu'un garçon. Et donc, de là toute l'importance de dire que les jeunes professeurs maintenant sont tout à fait formés dans les hautes écoles à combattre la transmission genrée du savoir. Il y a des progrès énormes qui ont été faits au cours des 20 dernières années. Mais peut-être qu'il serait génial de donner l'opportunité aux professeurs en place de suivre de la formation continue pour la déconstruction des stéréotypes dans la transmission du savoir. Parce que comme Anna le disait, c'est totalement inconscient et finalement, les professeurs, ils peuvent tous être papa d'une fille, ils n'ont pas spécialement envie de perpétuer. Personnellement, je ne suis pas une féministe combattante. Moi, j'ai horreur qu'on oppose les hommes et les femmes. Je trouve que c'est une complémentarité exceptionnelle entre nous et dès lors qu'on sait s'unir, on sait faire de grandes choses. Et donc, je crois qu'il faudra simplement du temps. Laisser du temps. Bon, mais des initiatives comme Digital Wonder Woman et comme aujourd'hui la CEF ont toute leur place, justement, si j'entends bien. Alors, on va passer à la question suivante qui s'adresse à nouveau à toutes les deux. Donc, cette fois-ci, c'est d'un point de vue business. Donc, en entreprise, comment transformer les nouvelles technologies donc, en opportunités pour son business? Donc, comment insuffler durablement la culture de l'innovation? Donc, comment ne pas rater sa transition numérique? Hélène, pour commencer. Waouh, mais vous avez toute l'agence du numérique qui travaille sur la question, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre en 5 minutes. Il n'y a rien à faire. La perception du chef d'entreprise a une importance très, très grande. On voit par exemple que lorsque le dirigeant d'entreprise a une perception positive et globale de la transformation numérique, eh bien l'entreprise, en termes de maturité, est en moyenne 10 points au-dessus de la moyenne des entreprises wallonnes. Et effectivement, l'âge a un impact sur cette perception et il faut savoir que les patrons wallons sont largement au-dessus de 46 ans hein, pour la plupart. Et donc, l'âge va impacter cette perception. Et pour preuve, dans les secteurs du numérique, les patrons sont plus jeunes et plus diplômés que la moyenne des autres secteurs. Et donc, tout ça, évidemment, va jouer sur la transformation. Je pense que le Covid, malgré toutes les difficultés qu'il cause et malheureusement les faillites dont il sera à l'origine, a fait prendre conscience à beaucoup de dirigeants d'entreprise que le numérique était devenu incontournable. Donc voilà, mais je peux pas, sinon je vais parler pendant 2 heures, ce serait pas très intéressant. On pourrait faire tout un webinaire sur le sujet, un prochain éventuellement. Anna, votre avis? Alors, moi, j'ai deux points de vue sur cette histoire de transition numérique. Déjà, pour une société comme iCare, c'est l'avantage des sociétés émergentes ou des startups. iCare s'est conçu autour du 4.0, c'est l'essence même de son core business. Donc là, on est 4.0 depuis 2004. Les nouveaux entrants de la société sont directement absorbés par le flux. La société investit énormément dans la formation digitale. Le 4.0 est vraiment le garant de la croissance d'ICAR à l'échelle mondiale. Donc vraiment, c'est vraiment l'avantage d'une société comme ICAR, elle peut tout de suite être conçue dans la tendance et suivre cette tendance. Maintenant, ce n'est pas à exclure qu'elles aient à vivre dans le futur une autre révolution, parce que même à la pointe de l'innovation, il faut rester visionnaire et agile.
Seul le marché a la réponse et le marché, comme la vie, c'est un mouvement perpétuel. Donc pour moi, voilà, investir dans l'agilité et ne pas prendre les choses pour acquis, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, on est dans la transition numérique, mais peut-être que demain, on sera dans une autre transition. Par contre, je dirais que le problème est un peu plus complexe pour les entreprises dont le business model est déjà établi et qui, de plus, fonctionnent sans le numérique, à son sens, sans le numérique, parce que, voilà, tout le monde n'est pas toutes les activités n'ont pas besoin du numérique pour exister. Et là, c'est difficile de comprendre dans ces sociétés que ce qui existe aujourd'hui est peut-être condamné dans le futur à disparaître. Et là, alors, il y a vraiment l'exercice de faire monter tout le monde à bord du vaisseau du numérique, laisser personne sur le quai. Mais alors, il ne faut pas perdre de vue que ça doit rester la technologie au service du business et pas l'inverse. Renverser toute une entreprise pour simplement le fait d'être digital pour être digital, ça n'a pas de sens. Il faut trouver une façon de digitaliser les choses qui va être vraiment en accord avec l'ADN profond du core business de cette entreprise. Et là, ici, c'est vraiment pour moi, pour réussir sa transition numérique, un mariage de fond et de forme à réussir. Et pour moi, c'est une tâche extrêmement complexe, mais bien orchestrée, bien intégrée. Pour moi, le numérique peut vraiment être au service du business et vraiment être un catalyseur de croissance. Mais encore une fois, ne jamais oublier l'ADN profond de l'entreprise qui doit rester, pour moi, selon moi, l'élément principal et je veux dire la fondation de la transformation de l'entreprise. Très bien, merci. Donc, allez, si vous aviez en face de vous un patron qui ne se sent pas à l'aise par rapport à cette transition numérique, que lui diriez-vous? De comment se lancer, de ne pas avoir peur? Toutes les deux. Moi, je lui dirais qu'il doit repenser en fait ce que la technologie peut lui offrir. Effectivement, comme Anna le dit, c'est la technologie au service de l'humain et au service du business. Et surtout, ne pas hésiter à se faire aider, puisque la région wallonne met à disposition des chèques entreprises qui prennent jusqu'à 75% des honoraires des consultants certifiés pour accompagner les projets de transformation, dès lors que le core business n'est pas directement lié au numérique, que ce n'est pas une start-up des secteurs du numérique. Foncez, allez-y, faites-vous aider par des spécialistes, parce que parfois, on n'imagine pas tout ce que le numérique peut résoudre et aussi les nouveaux champs d'application, que ce soit pour de nouveaux services aux clients ou le développement de nouveaux produits, tout ce que le numérique peut permettre à une entreprise. Et donc, je leur dirais, démystifiez, faites-vous aider, engagez des jeunes femmes pour avoir du sang neuf et puis n'hésitez pas à activer les aides que la région a mis en place pour essayer de favoriser justement ces secteurs qui ne baignent pas dans le numérique. Merci. Ah, Anna. Moi, pour ma part, ayant toujours évolué dans des secteurs techniques, j'ai eu beaucoup affaire à des profils techniques et j'ai envie de dire que on a beau être le plus grand ingénieur du monde, la technologie et le monde à sa vitesse et qu'il ne faut pas avoir peur de parfois remettre en question la façon dont on a été formé ou la façon dont on a eu de voir les choses. Ce n'est pas un mal de transiter, ce n'est pas un mal de perdre un petit peu pied l'espace d'un moment. Pour moi, l'agilité, c'est vraiment une force puissante et vraiment de ne pas oublier de dire à ces formations scientifiques s'adapter. Vraiment, c'est la clé. Nous, on aime bien les concepts figés, les formules, les démonstrations, mais même dans les sciences, il y a un mouvement comme ça qu'il faut suivre et aller vraiment avec cette flexibilité que le monde va nous offrir.
Merci. Je pense que la crise actuelle a démontré en effet qu'il était nécessaire de pouvoir s'adapter et pour le coup, de pouvoir apprivoiser un peu le numérique. Donc j'entends bien, n'ayez pas peur du numérique et engagez des profils féminins, si je peux résumer cette question comme ça. Alors, Hélène, vous avez sorti, une étude en février de l'année dernière, intitulée «Les femmes et le numérique, un mariage impossible». Alors, premièrement, pourquoi avoir décidé d'entreprendre une étude sur cette thématique? Et deuxièmement, certains chiffres m'ont réellement interpellée. Je vous l'explique. Donc, en Wallonie, à peine 19% des chefs d'entreprise du secteur du numérique souhaitent attirer des femmes dans son entreprise. Donc, à l'inverse, est-ce que cela signifie que près de 80% de ces chefs d'entreprise de ces secteurs ne souhaitent pas attirer plus de femmes dans leur entreprise? Voilà, désolée, c'est peut-être que je peux répéter si j'ai fait une question trop longue. Mais donc voilà, pourquoi d'abord cette étude et puis on parle Alors, chiffres. l'article Femmes et numérique, mariage impossible, ce n'est qu'un article qui compile, je dirais, d'autres études sur la thématique pour essayer de faire une espèce d'executive summary. J'ai réitéré mon coup ce lundi 8 mars à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Donc, vous avez un nouvel article qui refait le tour et qui est mis à jour et qui s'appelle « Femmes et numérique, qu'est-ce qui coince ?» Et donc, la thématique genre et numérique est née il y a 4 ans au sein de l'agence parce qu'effectivement, à partir du moment où on envisage le développement durable, le numérique responsable, on ne peut pas imaginer de laisser la moitié de l'humanité sur le quai, comme le disait Anna. Et donc, à l'agence, il y a à la fois une filière green et une filière inclusion, développement durable qui s'est construite et qui continue à se développer parce qu'il faut absolument que la société digitale se développe d'une manière éthique et équitable. Donc, c'est la raison pour laquelle nous publions régulièrement sur cette thématique. Et cette année, on commente carrément une étude au Lantic et à l'Égide. Donc, le Lantic est le laboratoire qui est spécialisé dans le management et les nouvelles technologies de l'Université de Liège, et Égide qui est chargé de l'égalité des genres en gestion, pour justement essayer de comprendre pourquoi les femmes ne restent pas dans les entreprises technologiques. Qu'est-ce qu'on pourrait isoler, identifier comme mode de management qui pourrait leur permettre de s'épanouir? Et ça va jusqu'à identifier finalement des fixations d'objectifs qui soient genrées, pour éviter que les femmes s'autocensurent ou n'aient pas confiance en elles par rapport à des objectifs qui seraient, je dirais, mal exprimés, parce que capables de les atteindre exactement de la même manière, elles le sont. Mais dès lors qu'ils sont parfois exprimés de manière un peu trop directe, virile, ou je ne sais pas comment il faut dire, elles se disent « oula, ça, c'est pas pour moi ». Et donc, pour en revenir à la question des chiffres qui vous ont interpellé dans Femmes et numérique, un mariage impossible, nous avons fait en 2018 un baromètre consacré au secteur du numérique dans lequel nous avons un de la tech. Et effectivement, on leur a demandé s'ils faisaient des actions concrètes, si de manière proactive, ils souhaitaient attirer des femmes au sein de leurs effectifs. Et effectivement, il n'y a que 19% qui nous ont dit « oui, on souhaite attirer des femmes de manière proactive au sein de nos effectifs ». Les autres ont répondu, c'était un choix multiple, que le genre n'est pas un critère de recrutement. Et quelque part, cet angle de vue est respectable aussi, puisqu'on n'arrête pas de parler de ne pas discriminer sur base du genre. Donc, je veux dire, cet argument peut être valable pour certains patrons, une excuse pour d'autres. Donc, on n'a pas 80% de patrons qui sont allergiques aux femmes dans la tech, Dieu merci, mais effectivement, il n'y en a que 19% qui sont prêts à remettre en cause la culture d'entreprise, à suivre des ateliers de management pour évoluer dans leurs pratiques, pour que les femmes se sentent plus épanouies chez eux, etc. Et donc oui, ça montre aussi toute l'utilité de diffuser des nouvelles pratiques, peut-être plus d'agilité, de souplesse pour permettre une meilleure harmonisation de la vie de famille et de la vie professionnelle, introduire plus de créativité, de diversité dans les équipes. Il y a des études très bien faites qui ont montré que les équipes mixtes, mais pas seulement au niveau du genre, au niveau de l'âge, au niveau des ethnies, etc., étaient parfois jusqu'à 30% plus productives que des équipes
je dirais, un peu stéréotypées dans un seul type de dimension. En fait, on réduit les dimensions de réflexion, le champ des possibles et l'imaginaire dès lors qu'il n'y a pas de diversité dans les équipes et dans les entreprises. Et donc, voilà, avec Gender 21 et l'aide de l'Université de Liège, on va essayer d'aller sur le terrain avec l'aide des fédérations sectorielles et pour essayer d'aider les patrons à changer. Pas trop tard pour ta fille, Anna. On va faire ça. Nous, on a eu récemment une équipe mixte sur un projet et j'ai parié avec Fabrice que l'équipe serait plus rentable. Donc, voilà, parce qu'elle était mixte et que justement, comme tu le soulignes ici très bien, que ça ouvre le champ des possibles, ça ouvre la diversité au niveau de la réflexion et que effectivement, un peu comme dans la nature, c'est une loi de nature de se diversifier et de mélanger les choses. La nature, elle ne se crée pas comme ça, sillonnée, ségrémentée, compartimentée. Eh bien, Voilà, Anna, on attend avec impatience les résultats du pari, en tout cas. Tu reviendras vers nous. D'accord. À nouveau, dans cette étude, on peut lire que les jeunes Belges délaissent donc les filières scientifiques dès la 2e secondaire. Alors, que diriez-vous aux jeunes filles qui sont donc attirées par les filières STEM, mais qui n'osent pas s'y lancer? Je dirais la même chose qu'Anna. Il faut oser, ça c'est certain. Mais je ne crois pas à notre époque que les jeunes filles n'osent pas. Je ne sais pas si les mamans d'adolescentes qui écoutent le webinaire seront d'accord avec moi, mais à mon avis, oui. On n'est plus dans une époque où les filles n'osent pas. Par contre, le fait de ne pas avoir confiance en leurs capacités ou la crainte de se retrouver à 2 ou 3 nanas parmi 30 garçons, la peur aussi d'avoir des blagues de mauvais goût récurrentes ou des petites attaques insignifiantes, mais qui accumulées finissent par peser. Je dirais que c'est là qu'il faut concentrer les efforts. Et donc, surtout, allez-y, ayez confiance dans le fait que l'avenir sera meilleur à ce niveau-là. Parce que maintenant, il y a quand même énormément tant de politiques que de dirigeants d'entreprises qui se rendent compte qu'on va dans le mur sans mixité, sans diversité. Voilà. Merci Hélène. Et donc, je répète, n'hésitez pas à commenter voilà, les mamans ou d'ailleurs les jeunes filles, s'il y en a dans les filières STEM qui nous écoutent, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour avoir vos retours. Ce serait super intéressant. Pardon Hélène, je vous ai coupé. Non, je vous en prie, c'est fini. Parfait. Anna? Bien moi, qu'est-ce que je voudrais leur dire? Alors moi, si je dois parler de mon cas, dans ma cellule familiale, vraiment, elle aurait rêvé que je fasse prof de maths parce qu'elle pensait que c'était plus facile pour gérer une vie familiale, etc. C'est mon papa qui a vraiment poussé pour ingénieur et aujourd'hui, moi, je vis quand même ce choix bien. Voilà, dans ce qu'ils m'ont transmis, tout a été bien, mais c'est vrai que moi, c'est à l'école qu'on m'a suggéré ça parce qu'à la maison, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un ingénieur. Mais alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire à ces filles? Voilà, moi, il y a eu un poème de Robert Frost qui m'a beaucoup inspirée ces dernières années dans ce parcours atypique. Et ça me fait rire de dire que c'est atypique comme parcours parce que moi, je me sens parfaitement normale. Et c'est la route que je n'ai pas prise. Et donc, le poète raconte qu'il est dans un bois et qu'il y a 2 chemins vraiment qui mènent à des routes diamétralement opposées et qu'il y en a une qui est moins fréquentée. Et lui dit avoir pris la route la moins fréquentée et il dit que ça a été selon lui ce qui a fait toute la différence. Et moi, ça m'a beaucoup inspirée ces dernières années parce que je peux dire ça. J'ai vraiment choisi une route qui n'était pas fréquentée. Sans le savoir, j'ai constaté par la suite qu'elle n'était pas fréquentée. Mais ça m'a changé. Alors, je ne vais pas me mentir. Oui, j'ai dû être parfois devant des schémas qui ne résonnaient pas en moi. Moi, j'ai travaillé 13 ans dans le bâtiment. J'ai assisté à des discussions qui étaient souvent musclées, pour dire.
Alors, comme tout le monde, j'ai essayé de faire du muscle, hein, puis jusqu'au jour où je me suis dit, mais non, Anna, tu n'es pas dans le muscle, ça ne sert à rien d'être comme ça. Trouve ton style, trouve quelque chose qui est en accord avec toi et qui aura sa place autour de la table. Trouve une façon de parler qui va impacter dans ce monde musclé et qui va pouvoir être entendu, mais à ta façon, avec ton style. Et j'ai lu des milliers de bouquins en communication pour y arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, j'ai créé, imaginé de toutes pièces un style qui m'est propre. Et il fonctionne avec le temps, il a fini par fonctionner. Il commence à fonctionner. Alors oui, vous prendrez assurément le chemin le moins fréquenté, mais c'est ce qui fera toute la différence. Mais sur ces terres qui ne sont pas encore foulées, là, il va vraiment falloir être... Votre meilleur allié, ce sera la créativité. Vraiment. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. Restez vous-même. Trouvez votre style. Et alors, vraiment, il y a des trésors à découvrir dans ces chemins-là, mais ils seront peut-être parfois cachés juste derrière vos propres peurs et vos croyances limitantes. Donc, on y est exposé, c'est comme ça, mais moi, voilà, s'il y a 1% de chance de réussir, mais essayez 100 fois. Essayez 100 fois. C'est mathématique, vous réussirez. En essayant une fois de plus, la fois de plus, vous réussirez. C'est mathématique. Moi, je crois désespérément en mathématiques. Donc voilà, vraiment, restez vous-même, ne cherchez pas à réagir comme les autres, et vraiment, tout est en vous. Eh ben, merci pour ce beau message. On arrive déjà à la dernière question de ce webinaire. Bon, là, en question de clôture, je pense qu'on a déjà la réponse, mais bon. Alors, pensez-vous que la société actuelle doit avoir des compétences numériques, pensez-vous que le fait d'avoir des compétences numériques actuelles soit tout aussi important que de savoir lire et écrire? Peu importe, Hélène, allez-y si vous voulez bien. Écoutez, ici, c'est dommage que mes collègues de l'école numérique ne sont pas là. Sébastien et André pourraient vous faire 3 webinaires sur le sujet. Hein, donc, non seulement c'est indispensable, c'est aussi important que de savoir lire et écrire. Et on ne peut plus faire sans. Et je dirais, ça devrait commencer dès la maternelle par le jeu, pour justement démystifier et que les enfants se l'approprient le plus tôt possible, cette fameuse logique algorithmique. Et la science peut être ludique, la science, elle peut être reliée à la vie de tous les jours, comme Anna l'expliquait. Peut-être qu'il est vraiment temps pour l'école de se reconnecter à la réalité des adolescents d'aujourd'hui, qui adorent regarder certaines vidéos sur YouTube, qui ont un aspect scientifique, qui expliquent des tas de choses. Je me souviens de mon petit garçon, il devait avoir 6 ans et demi, 7 ans. Et un jour, il arrive et il me dit « Maman, tu sais que les baleines, elles font caca tout rose ». Et je le regarde et je reste complètement hébétée. Je me dis « Mais… » Et en fait, oui. Il était allé voir une vidéo du Dr Nozman, qui est une chaîne YouTube avec, à bien des égards, beaucoup d'intérêt par rapport aux sciences. Et effectivement, il était émerveillé de savoir. Il avait appris des trucs. Et donc, la clé, elle est là, c'est qu'il faut leur parler avec les technologies d'aujourd'hui qu'ils utilisent tous les jours chez eux. Et qu'il est encore possible d'émerveiller nos enfants, mais peut-être plus avec les mêmes matières qu'il y a 50 ans. Et donc, mon manager André dit toujours, quand on me demande s'il faut enseigner le numérique à l'école, je demande toujours à ces personnes qui me posent la question, mais se pose-t-on la question de savoir si nous devons enseigner le français, puisque nous le parlons tous les jours? Donc voilà, on a la réponse. Hein. Le numérique, c'est indispensable de l'enseigner le plus tôt possible et peut-être d'une manière pas trop scolaire. Utiliser les technologies, non seulement apprendre comment elles fonctionnent, mais aussi les utiliser pour la pédagogie, pour que ça parle aux enfants d'aujourd'hui qui sont baignés dedans. J'attends les TikTok qui expliquent la transitivité et des problèmes de mathématiques qui intéresseraient. Voilà. Donc moi, pour ma part, alors moi,
d'un point de vue personnel, je crois que je ne sais pas si je suis la femme la plus digitalisée au monde, mais je gère ma garde-robe de façon digitale, je fais mes courses en ligne. Ici, avec le Covid, c'est le network de maman pour ma fille, ça se passe en ligne. La maison est connectée et nos projets ici sur le côté sont vraiment envisagés de façon à être connectés. Donc, mon mari et moi, on est vraiment deux geeks en puissance. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue personnel. Oui, moi vraiment, le numérique, c'est mon assistant de tous les jours. C'est des petites personnes qui travaillent pour moi et qui allègent des tâches, qui me permettent de réinvestir du temps et de l'énergie dans des projets plus concrets. Donc moi, comment faire sans le numérique au jour d'aujourd'hui? J'ai envie de dire plus lentement, peut-être plus difficilement. Donc c'est dommage de se priver de cette technologie qui nous permet d'aller plus vite, plus loin, plus haut. Et alors, là aussi, quelle puissance et quelle pouille d'informations. Je crois que moi, aujourd'hui, je suis raccordée à beaucoup de masterclass. Ici, pendant le Covid, j'ai vraiment scruté le net pour m'enrichir encore, parce que même dans les sciences, dans des sujets que je connais moins, moi je suis vraiment assoiffée de savoir. Et aujourd'hui, le numérique pour moi c'est vraiment mon professeur de tous les jours. Et on a ça à portée de la main gratuitement. Quand j'étais petite, il fallait aller à la bibliothèque 1 heure par semaine quand on pouvait. Là, aujourd'hui, on a ça à portée de la main, H24, c'est vraiment une merveille. Je crois que vraiment le monde qui va s'offrir aux jeunes demain, grâce à ça, c'est un monde sans limite. C'est un monde vraiment, pour citer notre CEO, c'est the sky is the limit. Mais oui, vraiment bien utiliser le numérique qui peut vraiment donner 8 dimensions à vos vies, voilà, vraiment. Super, merci. Donc, voilà, je pense que là, il est indéniable qu'on doit toutes et tous, d'ailleurs, développer nos compétences numériques, plus jeunes, moins jeunes, hommes, femmes. Voilà. Alors, on arrive déjà à la fin du webinaire. Je vais juste checker auprès de mes collègues et ici du chat, voir s'il n'y a pas des questions. Alors, je n'en vois pas ici. Et je n'en reçois pas sur Facebook. Eh bien, je propose qu'on clôture tout petit doucement. N'hésitez pas s'il y a des dernières questions d'ici mon petit speech de fin, à toutes et tous qui nous écoutez. Donc, on organise notre prochain webinaire dans plusieurs semaines. Donc, ça sera le 20 avril dès 14 h. Et pour cette fois-ci, parler de la place des femmes, mais dans le design. Et donc, ce sera un témoignage de Nathalie Dewey. Et donc, ce webinaire sera en partenariat avec le Design Museum. Un tout grand merci à nouveau à nos partenaires et surtout un tout grand merci à nos intervenantes du jour d'avoir accepté notre invitation à parler de ça. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, donc des actions comme celle-ci, des actions comme Digital Wonder Woman ou même des patrons comme Fabrice Briand, Shaker sont les bienvenus pour le futur. À toutes et tous, je vous souhaite une belle fin de journée et un beau week-end. Au revoir. Au revoir et merci.